Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Médien TV. Nous aborderons dans l'édition de cette semaine les axes suivants. L'importance des exportations de phosphates marocains sur le marché américain. Le leadership du Maroc en matière de sécurité alimentaire grâce à ces phosphates. Implications et conséquences du procès de Donald Trump. L'impact du verdict de culpabilité de 34 chefs d'accusation rendus contre Donald Trump sur la campagne électorale. Dans cette première partie, nous examinerons donc le rôle crucial du phosphate marocain sur le marché américain. Grâce à ses vastes réserves, le Maroc assure environ 70% de l'approvisionnement mondial en phosphate, ce qui en fait un partenaire indispensable pour les États-Unis. D'ailleurs, le phosphate est un composant essentiel des engrais qui joue un rôle vital dans l'agriculture américaine. Le phosphate de haute qualité en provenance du Maroc permet aux agriculteurs américains de maintenir la fertilité des sols et d'augmenter le rendement des cultures, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la prospérité de l'économie agricole du pays. Par ailleurs, le chiffre d'affaires du groupe ECP a atteint 2 milliards de dollars à la fin du mois de mars 2024, marquant ainsi une solide performance trimestrielle. Le groupe ECP a indiqué dans un communiqué que cette croissance est principalement due à des volumes d'exportation très élevés, compensant largement la baisse des prix par rapport au premier trimestre 2023. Pour discuter de ce sujet, nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux experts éminents. Sur le plateau, nous sommes accompagnés de Bonnie Glick, qui est diplomate et femme d'affaires américaine. Elle a occupé le poste d'administrative adjointe de l'Agence des États-Unis pour le développement international de 2019 à 2020. Elle a été nommée à ce poste par le président Donald Trump en avril 2018 et confirmée à l'unanimité par le Sénat des États-Unis en janvier 2019. Via Zoom, depuis le grand État du Minnesota, le pays aux 10 000 lacs, nous recevons Patrick Rosenstiel. Reconnu comme un leader dans le domaine des affaires publiques, il est le fondateur et président de l'Alliance commerciale pour la promotion de la prospérité. Pour plus d'informations sur son groupe, visitez son site promotrade.org. Parmi nous également sur le plateau, notre chroniqueur Chris Lapetina, fondateur de Focus Consulting à Washington DC. Il est stratège politique et collabore principalement avec le Parti démocrate. Alors avant de commencer notre discussion, je vous propose tout d'abord de suivre le reportage suivant. Le Royaume du Maroc est reconnu comme l'un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de phosphate et de ses dérivés, notamment les engrais agricoles, essentiels pour soutenir les composantes organiques du sol et garantir sa fertilité. Le phosphate marocain, pilier de la sécurité alimentaire mondiale, est une ressource précieuse pour toutes les nations, qu'elles soient riches ou pauvres, grâce à la générosité de la terre marocaine. Détenant plus de 70% des réserves mondiales de phosphate, le Royaume du Maroc, grâce à une politique équilibrée de production et d'exportation, au professionnalisme des ingénieurs de l'Office chérifien des phosphates et à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, est considéré comme une clé essentielle pour résoudre la crise alimentaire mondiale. L'Office chérifien des phosphates, par son initiative de soutien aux pays les moins avancés via la fourniture d'engrais, a réalisé d'importants investissements dans 14 pays africains en construisant des unités locales de production d'engrais. Aux États-Unis comme en Amérique latine, tant les petits agriculteurs que les grands propriétaires terriens reconnaissent l'importance et le rôle vital des dérivés phosphatés marocains pour assurer la sécurité alimentaire. Certains plaident même auprès du gouvernement américain pour accorder un traitement commercial préférentiel aux exportations marocaines d'engrais afin de faire face à la hausse spectaculaire des besoins alimentaires.
Il n'est donc pas surprenant que le phosphate marocain soit surnommé l'origine des minéraux, tant son utilité s'étend à l'agriculture, à l'industrie, aux énergies renouvelables et à d'autres domaines. Le phosphate marocain renferme 1,9 million de tonnes d'uranium utilisables pour alimenter des centrales nucléaires et extraire divers éléments comme sous-produits lors de la conversion du phosphate en engrais azoté ou en acide phosphorique. De plus, l'intérêt mondial pour la fabrication de batteries de voitures électriques repose en partie sur le lithium, extrait du phosphate, illustrant l'importance cruciale de cette ressource. Cela constitue la preuve la plus éloquente de la valeur inestimable de ce trésor qui réside dans les entrailles de notre terre bénie. Parfait, nous allons maintenant entamer notre discussion avec Chris Lapetina. Alors Chris, le phosphate marocain joue un rôle essentiel dans la productivité agricole des États-Unis. Pouvez-vous nous parler de l'importance de cette relation pour les États-Unis ainsi que de ses implications pour le Maroc en termes de sécurité alimentaire et de coopération économique? Marc, lors de votre lancement, vous avez souligné l'importance du phosphate pour l'agriculture. Il est crucial que nos téléspectateurs comprennent également l'importance de l'agriculture pour les États-Unis. Ce secteur représente près de 6% du produit intérieur brut américain. Dans une économie de 20 000 milliards de dollars, cela constitue une somme considérable. De plus, l'alimentation représente environ 30% de nos emplois, contribuant ainsi à hauteur de 7 000 milliards de dollars à notre économie. Vous pouvez ainsi mesurer l'importance de maintenir une agriculture forte pour les États-Unis et pour les autres pays dont l'économie dépend largement de ce secteur. Merci Chris. Bonnie Glick, bienvenue dans l'émission. C'est un plaisir de vous accueillir une nouvelle fois sur ce plateau. Alors, durant votre mandat à l'USAID, le commerce a joué un rôle crucial dans les relations entre les États-Unis et leurs alliés. Pourriez-vous nous parler de la nature stratégique et collaborative de la relation entre les États-Unis et le Maroc, qui permet de faciliter ce type d'importation et d'exportation? Comme votre public le sait, le Maroc et les États-Unis entretiennent des relations solides et significatives. Le Maroc a été l'un des premiers pays au monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis en 1786. Les liens entre nos deux nations ont toujours été forts, apportant d'importants bénéfices aux États-Unis. En fait, les exportations marocaines de phosphate, qui s'élèvent à environ 750 millions de dollars par an, jouent un rôle crucial dans ces échanges. De nombreux agriculteurs américains dépendent des importations marocaines de phosphate et d'engrais, et toute perturbation aurait un impact direct. La récente augmentation des droits de douane, passé de 2 à 14% le mois dernier, ajoute une pression supplémentaire. D'ailleurs, je suis convaincue que des discussions intenses et rapides sont en cours pour résoudre ce problème. Je vous remercie, Bonnie. Dirigeons-nous à présent vers la région des Grands Lacs pour échanger avec Patrick Rosenstiel, directeur du groupe Alliance commerciale pour la promotion de la prospérité. Alors Patrick, quelle est votre évaluation des relations commerciales entre le Maroc et les États-Unis, en particulier concernant l'industrie du phosphate, et quel est son impact sur la communauté agricole qui est si cruciale pour votre région et aussi pour la plupart des pays dans le monde? Well, that's a big question with lots of answers. I will say that, C'est une question complexe avec de nombreuses dimensions. Je dirais que nous devons exprimer notre gratitude envers le Maroc pour ses exportations de phosphate qui sont essentielles pour l'économie agricole américaine. À vrai dire, lorsque les engrais fiables circulent librement, les agriculteurs américains ont accès à l'un des intrants les plus cruciaux de la production, rendant cette ressource plus gérable pour ce que je considère comme les travailleurs les plus importants de notre économie.
Je suis convaincu que du point de vue marocain, un environnement commercial plus stable avec les États-Unis serait souhaitable. Si l'on examine la position actuelle du département du commerce des États-Unis vis-à-vis du Maroc, il est clair que les États-Unis devraient traiter leur ami avec davantage de considération que leur ennemi. Le Maroc ne cesse de soutenir l'économie agricole à travers tout le pays, particulièrement dans le Midwest. Lorsque les agriculteurs américains bénéficient de prix stables pour les engrais, les rendements augmentent, assurant ainsi notre approvisionnement alimentaire. Cependant, des intérêts politiques contradictoires entrent en jeu. L'une des principales forces motrices des tarifs actuels est Mosaic, une entreprise basée en Floride. La hausse des prix alimentaires due à l'augmentation des coûts des intrants agricoles affecte les électeurs des banlieues. Certains sénateurs des États agricoles souhaitent voir un environnement tarifaire plus stable pour notre allié le Maroc afin de garantir une chaîne d'approvisionnement en engrais plus fiable. Je vous remercie, Patrick. Bonnie, élargissons le débat et abordons la question de la sécurité alimentaire et de son importance. Les États-Unis jouent un rôle dominant dans la production et l'exportation des produits agricoles. Nous importons du phosphate du Maroc, produisons les marchandises ici et les utilisons tant au niveau national qu'international. Au vu de votre expérience à l'Agence américaine pour le développement international, la sécurité alimentaire est un élément essentiel. Alors, pouvez-vous nous expliquer l'importance de cette relation, de ce qu'elle apporte en termes de stabilité pour contribuer à la sécurité alimentaire, tant aux États-Unis que dans le reste du monde d'ailleurs? Food security is national security. Economic security is national security. And stability, as Patrick pointed out, is vital. Écoutez, la sécurité alimentaire est intrinsèquement liée à la sécurité nationale et économique. Comme l'a souligné Patrick, la stabilité est essentielle pour maintenir un environnement sûr à l'échelle mondiale. Nous vivons une époque très incertaine. En février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine, qui était considérée comme le grenier à blé du monde, fournissant des céréales à de nombreux pays, en particulier en Afrique subsaharienne. Alors ces livraisons de céréales ont été interrompues, offrant au Maroc une occasion unique de combler ce vide en fournissant des intrants agricoles cruciaux pour la sécurité mondiale et alimentaire. Le Maroc a effectivement saisi cette opportunité. Il est important de reconnaître le rôle crucial du Maroc dans la fourniture d'intrants agricoles au moment où l'insécurité alimentaire s'accroît dans le monde. Aux États-Unis, nous connaissons une période d'inflation et de hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché intérieur, en partie à cause du coût des intrants et des problèmes de chaîne d'approvisionnement ainsi que des politiques de l'administration Biden en matière de contrôle de l'inflation. Ce sont des défis pour les Américains et pour les agriculteurs américains, bien que le protectionnisme commercial pose problème. Il est crucial que les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, comme le Maroc, collaborent pour clarifier ces voies commerciales, assurant ainsi un commerce bilatéral solide et une ouverture réciproque aux affaires. J'espère que nous atteindrons un point où les industries américaines et marocaines pourront collaborer pour le bien commun, car elles sont tous deux essentielles à la sécurité alimentaire mondiale. I hope that we'll reach a point where the U.S. industry and Moroccan industry can collaborate for the benefits of both, because both. Je vous remercie, Bonnie. Revenons via Zoom à Patrick Rosenstein. Patrick, pourriez-vous poursuivre sur ce que Bonnie vient d'évoquer? Vous y avez également fait référence. Nous observons depuis un certain temps une poussée inflationniste et une hausse des prix des denrées alimentaires, tant aux États-Unis qu'à l'échelle mondiale. Alors, de nombreux produits que nous achetons dans nos supermarchés et épiceries ont récemment vu leur prix augmenter. Quel est l'objectif d'un groupe comme le vôtre en la matière? Quelle est votre opinion sur les défis économiques actuels, notamment l'inflation et l'augmentation des prix?
Well, right, and it gets to pocketbook issues for every American consumer, right? So white sugar right now is up 33%, bread 26.5%, pork chops 26%. Cela affecte directement le pouvoir d'achat de tous les consommateurs américains. Effectivement, le prix du sucre blanc a augmenté de 33%, celui du pain de 26% et celui du bœuf haché de 25%. Je pourrais continuer à énumérer les statistiques sur l'inflation dans les supermarchés toute la journée, mais ce sont les facteurs sous-jacents qui expliquent cette tendance. In fact, they're schizophrenic with the world's leading provider of phosphate. En ce qui concerne la stabilité, l'administration actuelle, par le biais du département du commerce, a été tout sauf stable en ce qui concerne les prix. Par exemple, ils ont adopté une approche incohérente vis-à-vis du principal fournisseur mondial de phosphate, un ingrédient clé des engrais. Lorsque le département du commerce a augmenté les droits de douane sur le phosphate marocain de 19% en 2003, les agriculteurs américains ont vu leur coût d'engrais augmenter de 93%, ce qui a contribué à l'inflation des prix. Ensuite, ils ont réduit ce tarif à 2% pour ensuite le relever à 14% 6 mois plus tard. Ainsi, chaque fois qu'il y a une nouvelle règle commerciale, je soutiens fermement un tarif de 2% car il est crucial pour les agriculteurs américains de pouvoir planifier leurs coûts les plus élevés, notamment les engrais, à l'exception de l'eau. Il est impératif d'avoir un environnement stable. En fait, nous devons traiter le Maroc de manière équitable et non pas comme l'industrie russe du phosphate, car le Maroc est un partenaire précieux qui nous aide à acheminer la nourriture jusqu'aux étagères des épiceries de manière à limiter l'inflation. La politique actuelle du département américain du commerce est illogique, d'autant plus qu'il prévoit d'appliquer cette augmentation des droits compensateurs à partir de 2022. Je trouve cela injuste pour l'un de nos partenaires commerciaux et sécuritaires les plus fiables, le Royaume du Maroc, qui est également l'un de mes endroits préférés à visiter. Tout à fait exact. Nous espérons d'ailleurs que vous y retournerez bientôt. Boneglik, pourriez-vous nous parler du partenariat entre les États-Unis et le Maroc en matière de commerce? Cette collaboration va bien au-delà des simples phosphates. Elle est en fait profonde et diversifiée. Alors, si vous deviez vous mettre à la place du département du commerce et des autres agences impliquées dans ces négociations, quelles priorités établiriez-vous et quelles mesures préconiseriez-vous pour contribuer à résoudre ce dossier et faire baisser les prix? Écoutez, il est essentiel de résoudre rapidement ces problèmes complexes et urgents. En matière de relations internationales, on fait la guerre contre ses ennemis et on commerce avec ses amis et alliés. Heureusement, nous avons des échanges commerciaux avec le Maroc. Les relations entre les États-Unis et Sa Majesté le roi Mohammed VI sont excellentes. Notre amitié avec le Maroc remonte à très longtemps et ce pays constitue un allié important, bien qu'il ne fasse pas partie de l'OTAN. Sur la base de cette amitié séculaire, les administrations américaines dialoguent fréquemment et de manière très ouverte avec leurs homologues marocains dans un esprit d'intérêt mutuel. Lorsque j'étais au sein de l'administration Trump, par exemple, nous avons eu des discussions franches avec les dirigeants marocains sur l'importance du rôle stratégique du Maroc dans notre plus grand succès en politique étrangère, à savoir les accords d'Abraham. Ainsi, lorsque la question de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara a été soulevée, la décision nous a semblé évidente. Le Maroc est un ami. Nous souhaitons que nos principaux alliés entretiennent des relations solides entre eux. D'autant plus que nous voulons que cette relation soit durable et mutuellement bénéfique. En outre, le Maroc a pu rapidement exploiter ses propres ressources naturelles comme le phosphate du Sahara au profit des consommateurs et des producteurs agricoles du monde entier. Nous avons besoin de multiplier ce type d'accords. Merci Bonnie. Chris Lapetina, nous traitons de nombreux sujets cruciaux dans le cadre de cette émission. Les défis climatiques, la pauvreté, les disparités de revenus. Beaucoup d'experts affirment que l'avenir est incertain, notamment en matière de sécurité alimentaire et hydrique. Dans ce contexte, quelle est l'importance des réserves de phosphate du Maroc pour garantir et atteindre les objectifs de développement du millénaire si essentiels?
La sécurité alimentaire ou son absence est une situation dont les terroristes tirent parti. Dans la région du Sahel, nous avons observé une recrudescence des activités terroristes et la réponse des gouvernements face à ces menaces. Les États-Unis et nous-mêmes sommes préoccupés par ces deux aspects. Je pense que la capacité continue du Maroc à contribuer à l'atténuation de l'insécurité alimentaire nous aidera à maintenir notre position. Il est crucial de surveiller les conditions qui créent un environnement hostile aux démocraties et aux relations avec les États-Unis. Nous devons donc être vigilants et soutenir les efforts du Maroc pour maintenir une agriculture robuste en Afrique du Nord. D'accord, merci Chris. Vous avez tout à fait raison. Revenons à Patrick Rosenstiel. Patrick, Sa Majesté le roi Mohammed VI a récemment lancé l'initiative atlantique permettant aux États du Sahel d'accéder à l'océan Atlantique. Alors, à votre avis, comment cette initiative peut-elle stimuler le commerce entre les États-Unis et les pays africains? Cela pourrait apporter une nouvelle source de prospérité aux deux parties. Well, I think Chris makes a great point. So first of all, 55% of GDP in Africa is done. Je pense que Chris vient de soulever un point crucial. Tout d'abord, 55% du PIB en Afrique est généré par les pays bordant l'océan Atlantique. Connecter le Sahel via le Maroc pourrait offrir d'importantes opportunités de développement économique. Cela pourrait transformer des régions stratégiques du monde en points névralgiques de croissance. Chaque fois que l'on peut relier l'aide humanitaire et l'approvisionnement alimentaire à des enjeux géopolitiques en crise ou en conflit, on crée un environnement propice aux réformes. In terms of the leadership he's providing, trying to connect landlocked companies in North Africa. Je tiens à féliciter Sa Majesté le roi Mohammed VI pour son leadership dans la tentative de connecter les entreprises enclavées d'Afrique du Nord au port Atlantique. Cette initiative permet non seulement d'apporter une aide humanitaire aux personnes menacées par l'insécurité alimentaire ou technologique, mais également de stimuler le développement économique de ces pays. En fait, les nations qui se développent économiquement tendent à adopter les principes de la démocratie et du capitalisme de libre marché, ce qui profite à l'ensemble de la société. D'ailleurs, les populations aspirent à la liberté, à la prospérité et à la sécurité. De ce fait, le roi Mohammed VI mérite des éloges pour ses efforts en ce sens. Thank you, Patrick. And let's stay with you, Patrick, before we go to a final question to both. Merci Patrick. Restons avec vous encore un moment avant de passer à une dernière question pour Bonnie et Chris dans le cadre de cette initiative historique visant à faire progresser le secteur agricole en Afrique. Abordons le partenariat entre l'USAID et l'OCP. Ce groupe mentionné précédemment a été très productif ces derniers trimestres et il est un leader mondial dans les solutions de nutrition des plantes et dans les engrais phosphatés. D'ailleurs, le groupe OCP vient de conclure un partenariat très prometteur. Pourriez-vous nous donner un aperçu de la mise en place de ce partenariat et de son impact sur les relations et sur la distribution des phosphates alimentaires? Je pense que cela démontre l'importance cruciale de la collaboration entre les États-Unis et le Maroc sur les questions de sécurité alimentaire mondiale. Le département du commerce doit reconnaître de manière cohérente le rôle vital du Maroc dans l'établissement de cette sécurité alimentaire en partenariat avec les États-Unis. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce programme, c'est qu'il illustre parfaitement comment les États-Unis et le Maroc peuvent s'unir pour le bien commun. Dans la même veine, permettez-moi de citer une citation célèbre. « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. » En combinant les efforts américains avec la technologie marocaine pour améliorer les rendements agricoles et optimiser l'utilisation des phosphates et de l'azote,
nous pouvons assister à un essor considérable de l'agriculture en Afrique. Cela ferait plus pour lutter contre l'insécurité alimentaire que n'importe quelle autre intervention conjointe. J'apprécie donc un tel programme comme un exemple concret de coopération fructueuse. De plus, j'invite mes collègues du département du commerce à constater ce que les États-Unis et le Maroc peuvent accomplir en tant que partenaires commerciaux fiables dans un environnement stable. Reconnaissons cette précieuse collaboration avec notre pays ami, le Maroc. Merci Patrick. Passons du commerce à l'énergie. Chris et Bonnie, quelles sont vos prévisions concernant la position du Maroc en tant qu'acteur économique en Afrique et dans la région euro-méditerranéenne? Si l'on combine l'initiative atlantique du roi Mohamed VI avec le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, comment cela pourrait-il transformer la situation? Chris, en ajoutant ce gazoduc aux activités commerciales autour du phosphate, comment cela pourrait-il améliorer les choses? Bonnie a évoqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le chantage exercé par Poutine sur l'Union européenne en la privant de gaz naturel. Plus il y aura de gaz naturel disponible pour les pays du monde entier, plus la sécurité globale sera renforcée. Je pense que l'initiative du roi Mohamed VI ne bénéficiera pas seulement à sa région, mais aussi au reste du monde en assurant un approvisionnement énergétique stable et fiable. Bonnie, très rapidement, quel est votre avis sur le projet de gazoduc Nigeria-Maroc et comment avancer pour apporter une aide concrète? Pour ma part, je suis une éternelle optimiste et je suis convaincue que cette initiative profitera à l'ensemble du continent africain, faisant du Maroc un véritable leader mondial dans ce domaine. Bonnie, Chris, Patrick, merci beaucoup pour vos propos très pertinents sur ce sujet. Nous allons maintenant faire une courte pause, alors restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Dans cette seconde partie, nous allons examiner une évolution majeure de la politique américaine, à savoir la récente condamnation de l'ancien président Donald Trump à New York. Cet événement historique a secoué le paysage politique, soulevant des questions sur l'avenir de l'une des figures les plus polarisantes de l'histoire moderne des États-Unis. Donald Trump, connu pour son influence tenace et ses mandats controversés, fait désormais face à d'importants défis juridiques qui pourraient impacter ses ambitions pour l'élection présidentielle de 2024. La condamnation de Trump est un moment historique où pour la première fois un ancien président des États-Unis est condamné au pénal. Cette affaire, centrée sur des allégations ayant attiré l'attention nationale et internationale, place l'ancien président sous une intense surveillance. Parmi nous sur le plateau, Peter Roth, rédacteur et chroniqueur à Newsweek. Peter a également travaillé au bureau de United Press International à Washington et a publié dans des journaux tels que le New York Daily News, le Washington Times, le New York Post et le Daily Caller. Peter, soyez le bienvenu parmi nous. Alors avant de poursuivre notre discussion, je vous propose de suivre le reportage suivant de notre correspondante, Jeanne Mansour. Avec la décision du jury new-yorkais dans l'affaire concernant l'ancien président américain Donald Trump, se termine la première partie de ce dossier controversé, qui suscite des opinions divergentes et provoque des affrontements entre les partisans silencieux, les opposants véhéments et les défenseurs en colère. Cette situation illustre la profonde division au sein de la société américaine. Alors que la justice estime que ce procès représente une violation du principe d'égalité devant la loi, les démocrates se distancient de la question, soulignant que la justice américaine est divisée sur le fait qu'ils ont toujours considéré Trump comme une menace pour la démocratie. Les partisans de Trump, quant à eux, perçoivent ce procès comme politiquement motivé, affirmant que les démocrates font tout leur possible pour entraver la campagne électorale de Trump et l'empêcher de revenir à la Maison-Blanche.
La défense de Trump a jusqu'au 13 juin pour faire appel de la décision et suivre les procédures nécessaires, ce qui pourrait prolonger la conclusion définitive de cette affaire jusqu'après les élections du 5 novembre prochain. Si Trump les remporte et n'est pas empêché de se présenter, il pourrait bénéficier de l'immunité présidentielle et même avoir le pouvoir de se gracier. Tous les indicateurs montrent la sensibilité et la gravité de la situation. La société américaine, déjà profondément divisée, peut-elle supporter davantage de tensions et le risque d'affrontements violents entre les partisans de Trump et ses adversaires ? Ou bien la situation est-elle sous contrôle, n'étant qu'une manifestation d'une campagne électorale inhabituellement tendue ? Jihan Mansour, devant le bâtiment du département de la justice des États-Unis. Média TV, Washington. Thank you, Jihan. Let's go to Peter Roth. Peter, Merci, Jehan. Passons maintenant à Peter Roth. Peter, pouvez-vous nous donner un aperçu des événements et des preuves qui ont conduit à l'inculpation et à la condamnation du président Trump? Bon, combien de temps avons-nous? Ah, ok. Nous avons un peu de temps, d'accord. Ce cas remonte en fait aux efforts déployés pour empêcher Trump de devenir président en 2016 et de se représenter en 2020. Dans cette affaire spécifique, le procureur du district de Manhattan a déposé un acte d'accusation alléguant que Trump avait falsifié des documents commerciaux, ce qui constitue un délit non passible de prison et a supposé qu'il visait un crime sous-jacent. Le gouvernement, lors de la présentation de son dossier, n'a jamais précisé la nature exacte de ce crime. 3 options étaient possibles, mais ce qui compte, c'est qu'il y avait 3 possibilités. L'allégation principale était que Trump avait versé de l'argent à une femme avec laquelle il aurait eu une relation intime. Une allégation que les 2 parties ont parfois niée. Ce paiement aurait été fait pour qu'elle ne raconte pas son histoire pendant la campagne présidentielle de 2016. Et il aurait été comptabilisé comme une dépense professionnelle plutôt que comme une dépense de campagne. S'il s'était agi d'une dépense de campagne selon la loi américaine, cela aurait dû être divulgué. De ce fait, le procureur de Manhattan a alors affirmé que Trump avait violé la loi fédérale sur les campagnes électorales, domaine dans lequel il n'a aucune compétence. Ensuite, nous avons eu le procès qui a examiné les actions de Trump, de cette femme et de nombreux détails. Après la présentation de toutes les preuves, le camp de Trump a été empêché de présenter certaines preuves pour sa propre défense. Le juge a alors dit au jury: si vous pensez qu'il a commis un délit, peu importe ce que vous pensez être le délit sous-jacent, vous pouvez le condamner pour tous les chefs d'accusation. Il semblait que la conclusion était inévitable. L'équipe de Donald Trump a laissé entendre que le problème était résolu. Mais il y a également des observateurs sérieux qui sont considérés comme responsables, les commentateurs juridiques. Se concentrant précisément sur la loi, ont souligné plusieurs problèmes dans ce procès, notamment la violation des droits constitutionnels, en particulier l'instruction du juge au jury, selon laquelle il n'avait pas à s'accorder sur le crime sous-jacent, viole le principe du droit américain qui exige l'unanimité des décisions du jury. C'est donc un point crucial à retenir.
Abordons la nature sans précédent d'événements semblables qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Nous avons vu Richard Nixon démissionner, puis être gracié par le président Gerald Ford. Le président Clinton a eu de nombreux problèmes juridiques qui ont semblé se dissiper lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche. Alors pourquoi en est-il autrement pour Donald Trump et quelles sont les implications de ces affaires? Sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle ère où les anciens hauts fonctionnaires sont tenus de rendre des comptes aujourd'hui? Je ne suis pas certain que ce soit nécessairement le cas. Certains soutiennent, notamment des démocrates, que ce qui est arrivé à Clinton était une réaction à ce que les démocrates avaient fait, non pas à Nixon, mais à Reagan. Les démocrates avaient régulièrement accusé les fonctionnaires de Reagan d'avoir une apparence de conflit d'intérêts, même s'il ne s'agissait pas nécessairement d'un conflit d'intérêts réel. Cette accusation d'apparence de conflit d'intérêts entraînait des appels à la démission ou à des poursuites judiciaires. Nous pourrions considérer ce qui est arrivé à Trump comme une anomalie, ou bien cela pourrait indiquer un changement dans le système politique américain. Pour le bien du peuple américain, du processus politique et des deux principaux partis politiques, espérons que cela soit une exception. Et nous attendons de voir comment cela évoluera. Chris LaPetina, un certain premier sondage indique une possible incidence sur Donald Trump auprès des électeurs indépendants et peut-être même des électeurs républicains. Alors comment évaluez-vous le potentiel d'influence sur l'électorat américain dans son ensemble? En tant que démocrate, nous vous invitons également à examiner le paysage républicain, sachant que l'investiture républicaine aura lieu dans quelques semaines. Permettez-moi donc de revenir sur le terme que vous venez d'utiliser, à savoir pourrait. C'est un point crucial car il soulève de nombreuses questions sur cette élection. En réalité, personne ne peut prédire avec certitude. Je pense que tous ceux qui suivent attentivement la politique américaine reconnaissent le caractère extrêmement serré de cette élection. Nous avons déjà connu des scrutins très disputés, mais ce qui rend peut-être celui-ci différent, outre le fait que les deux candidats ont déjà été présidents, c'est qu'ils sont tous deux très impopulaires. Les sondages révèlent régulièrement que la majorité des Américains préféraient voir d'autres candidats, mais nous nous retrouvons avec ces deux-là. Si l'élection est aussi serrée que nous le pensons, cela pourrait avoir une importance capitale. Mais pour l'instant, 5 mois plus tard, je ne suis pas en mesure de déterminer avec certitude quelles seront les implications politiques de l'inculpation de Trump. Merci pour vos perspectives. Nous y reviendrons dans un instant, mais dirigeons-nous d'abord vers les rues de Washington, D.C., où nous sommes allés recueillir les avis de citoyens américains concernant cette situation. Trump ne méritait pas ce qu'il a enduré. Les motivations politiques sont injustes. Le traitement réservé à Trump n'est pas équitable. Je pense que tout dépend de la politique et de la manière dont les choses et les personnes sont présentées différemment dans les médias, ce qui influence véritablement la perception de justice ou d'injustice. If the democracy is not there, if you are not able to do whatever you want to do, that's a problem. Le problème réside dans l'absence de démocratie et dans notre incapacité à agir. Pour répondre à votre question, comme mon ami l'a dit, tout cela est lié à la politique. La politique est censée servir la démocratie. Sinon, nous risquons de nous transformer en régime communiste. Franchement, j'apprécie personnellement Donald Trump car il est un patriote et a accompli de bonnes choses pendant sa présidence. Aujourd'hui, tout le monde est contre lui et fera tout pour le faire tomber. J'espère qu'il reviendra. Je vous remercie. Je pense que ce qu'ils ont fait est juste. Si vous êtes un criminel, vous devez être poursuivi avec toute la rigueur de la loi. Et je pense également que ce n'est pas une bonne personne. Voilà, c'était donc les points de vue de nos concitoyens de Washington, D.C. Alors revenons maintenant à nos deux invités, Patrick et Chris. Patrick, Donald Trump a réussi à récolter plus de 50 millions de dollars en quelques heures seulement auprès de petits donateurs en ligne suite à ses condamnations. Alors comment va-t-il se dérouler?
Et il lui faudra vraisemblablement consacrer beaucoup de cet argent aux États clés où l'élection est extrêmement serrée afin de motiver ses électeurs à voter pour lui. Plusieurs éléments sont en jeu ici. Premièrement, en se référant à la mémoire politique récente, probablement depuis la première candidature de George Herbert Walker Bush à la présidence en 1988, les deux principaux partis politiques ont adopté une stratégie électorale visant à obtenir le nombre minimum de votes nécessaires pour gagner, soit 270 votes électoraux. Ces votes sont déterminés par le nombre de membres du Congrès dans la Chambre basse de chaque État, plus de 2 pour chaque sénateur. Il faut 270 de ces votes pour devenir président. Trump laisse entendre qu'il envisage, sinon une campagne dans les 50 États, du moins une campagne dans 45 États, cherchant à disputer le New Jersey, le New York et quelques autres États, en plus des États clés que les démocrates considéraient comme acquis et où ils pensaient ne pas avoir besoin de faire campagne intensivement. Le fait que quelque chose ait réussi à dynamiser le soutien à Trump dans des États traditionnellement considérés comme des bastions démocrates ou États bleus ouvre plus de possibilités de victoire pour Trump qu'il n'en crée de risque qu'il perde l'un des États qu'il a remporté lors de sa réélection en 2020. Il est important de rappeler que si 40 000 voix réparties sur 6 États avaient basculé, ce qui n'est pas beaucoup, Trump aurait pu retourner à la Maison-Blanche. Bien, Chris Lapettina, nous observons qu'une autre affaire judiciaire est sur le point de débuter. Il s'agit cette fois d'un procès intenté contre Hunter Biden, le fils du président Joseph Biden. Cela semble marquer une nouvelle ère de bataille juridique plutôt que de conflit frontal. Il semble en effet que la stratégie soit désormais de poursuivre ses adversaires, de les mettre en danger sur le plan juridique, indépendamment de l'appartenance politique. Pouvez-vous nous en dire plus? Well, I think Peter alluded to this idea that Congress has been attacking the other party for no necessarily good reasons, and the reasons they're giving. Je pense que Patrick a évoqué l'idée que le Congrès attaque l'autre parti pour des raisons qui ne sont pas toujours justifiées. Les justifications avancées deviennent de moins en moins convaincantes pour le public américain. Voici un autre cas où le fils du président, un individu qui a lui-même reconnu ses problèmes, se trouve dans une situation juridique délicate. La question qui se pose est de savoir si cette affaire est politisée. L'ironie, bien sûr, pour ceux qui comprennent le système américain, est que le gouvernement contrôlé par son père porte ces accusations. Cela complique la compréhension des Américains quant à la nature de la situation, qu'il s'agisse d'une procédure normale ou d'une manœuvre politique. En somme, c'est une situation complexe où il est difficile de déterminer les intentions et les actions des différentes parties impliquées. Peter Roth, en tant que rédacteur et chroniqueur au magazine Newsweek, pourriez-vous nous éclairer sur la situation actuelle dans les médias? En fait, le rédacteur en chef du Washington Post a été congédié récemment en raison d'une diminution des revenus de cette publication qui n'est d'ailleurs pas la seule à être touchée. Il semble que certains segments de la population américaine soient de plus en plus déconnectés de l'actualité quotidienne. Ils n'écoutent plus les médias traditionnels dominants parce qu'ils n'ont plus confiance en eux. Ils estiment que ces médias se sont alliés aux forces qui écrasent la classe moyenne américaine, qu'ils ne défendent pas leurs intérêts et qu'ils représentent plutôt les opinions des élites. Un sondage mené par Scott Rasmussen et RMG Research pour le Comité de la prospérité a révélé des différences spectaculaires entre les croyances des personnes ayant une éducation de 3e cycle, issues d'écoles prestigieuses et occupant des postes influents, et celles des Américains moyens qui ont suivi des études dans des universités ordinaires ou n'ont pas été à l'université. En ce qui concerne les médias et le cas de Hunter Biden, voici comment je perçois la situation. Il y a eu des accusations contre Hunter Biden, souvent rejetées faute de preuves solides.
Cependant, des informations ont confirmé plusieurs de ces accusations, notamment l'utilisation de son nom et de ses liens avec son père pour des affaires personnelles et potentiellement pour canaliser de l'argent vers son père lorsqu'il était vice-président. Je ne dis pas que ces accusations sont vraies, mais il existe. Lorsque l'ordinateur portable d'Hunter Biden est apparu, la campagne de Biden a tout fait pour supprimer cette histoire avant les élections de 2020 et les médias ont suivi cette ligne. Cette complicité des médias rend le comportement d'Hunter Biden problématique et pertinent pour cette campagne, plus que ses actions elles-mêmes. Les problèmes auxquels ce pays est confronté ne seront pas résolus par la condamnation d'Hunter Biden. Je ne suis pas certain qu'il mérite la prison ou même un procès. Il faut des esprits plus sages et plus tempérés pour affirmer que le système judiciaire ne doit pas être manipulé en fonction des préférences politiques. Smarter, cooler heads need to say the legal system isn't there to be manipulated for political preference. And this feeds perfectly into our next Cela prépare idéalement notre prochain thème dédié aux médias prestigieux et aux sujets qu'ils mettent en avant dans leurs publications. Nous allons maintenant analyser un article récent du New York Times qui soulève la question du pourquoi la majorité des gens ne suivent pas les procès de Donald Trump. Un sujet que Peter vient tout juste d'évoquer. Le New York Times a publié une tribune signée par le journaliste Matthew Walter sous le titre « Pourquoi la destitution de Trump ne capte-t-elle pas l'attention du grand public ?» L'article commence par interroger combien de personnes comprennent la prémisse sur laquelle le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, fonde son affirmation selon laquelle de nombreux délits financiers présumés se sont transformés en crimes. Walter critique également le traitement distinctif des erreurs comptables de Trump par rapport à d'autres. Il avance que de nombreux Américains ne se sentent pas concernés par cette affaire pénale, percevant celle-ci comme une tentative de régler une question politique à travers le système judiciaire, la possibilité pour Trump de se présenter à nouveau à la présidence. Cette décision, argumente-t-il, appartient aux urnes et non aux tribunaux, dont la réponse sera donnée le 5 novembre. Walter revisite également les confrontations passées entre Trump et les démocrates durant sa présidence, incluant les tentatives de destitution, les enquêtes sur la collusion russe et les accusations de violation de la loi Logan et de la clause des émoluments. Il critique ces efforts comme des manœuvres partisanes visant à annuler les résultats de l'élection présidentielle de 2016. En ce qui concerne les manœuvres pour entraver le fonctionnement de l'institution présidentielle par des moyens juridiques, Mathieu a observé que de telles tactiques astucieuses ne sont pas nouvelles, du moins depuis l'administration de Bill Clinton. Tant les démocrates que les républicains ont perçu ces actions comme relevant du domaine politique, considérant que l'opposition peut légitimement être intégrée dans les procédures normales des enquêtes menées par les avocats spéciaux et des processus de destitution. Dans sa conclusion éditoriale, Mathieu a souligné qu'il semble que personne ne soit désormais disposé à accepter les résultats des élections s'ils ne correspondent pas à ses convictions. Cette triste réalité constitue une preuve tangible d'une tentative erronée visant à saper les fondements de notre démocratie.
Dans cette dernière partie, abordons la situation actuelle en ce qui concerne les deux protagonistes où il semble que le thème dominant soit celui de la victimisation. Nous avons Joe Biden qui affirme être victime, déclarant que sa famille est attaquée en raison de sa situation et qu'Hunter Biden paye aujourd'hui les frais de ce contexte électoral. De l'autre côté, Donald Trump, après avoir quitté le palais de justice de Manhattan, s'est proclamé victime et il a réussi à récolter par la suite plus de 50 millions de dollars. Alors Peter, dans ce contexte de victimisation politique, nous observons une polarisation accrue. Alors comment une telle situation influencera-t-elle les votes en novembre et l'évolution de la politique à l'avenir? Je ne saurais déterminer lequel est la cause et lequel est la conséquence. Que la polarisation ait précédé la victimisation ou que cette dernière ait engendré la polarisation, il est certain que les tensions augmenteront des deux côtés. Quant à la manière dont se déroulera l'élection, à l'heure actuelle, cela demeure incertain. Si l'un des candidats est Biden, alors Trump l'emportera. Et inversement, si Trump est en lice, ce sera Biden qui triomphera. Chris, élargissons la perspective à l'échelle internationale. Une grande partie de notre audience sur cette émission est probablement influencée par les titres des médias, bien qu'il y ait également une prolifération de désinformation. Pourriez-vous nous éclairer sur la suite de cette campagne d'ici novembre? Quels éléments devraient-ils particulièrement surveiller? Je pense que l'élément le plus crucial est que tout ce qui semble normal dans notre politique est bénéfique. Par conséquent, si les deux candidats abordent les problèmes de fond, c'est une bonne chose. En revanche, s'ils se concentrent sur des discours de victimisation, d'accusations de tricherie ou d'utilisation abusive de la loi, c'est néfaste. Pour nos alliés, qui dépendent des États-Unis et de leurs relations avec eux, tout ce qui nous ramène à une certaine normalité est essentiel. En effet, comme nous l'avons tous deux souligné, ces deux candidats ne sont pas populaires. Quel que soit le vainqueur, il ne sera pas nécessairement apprécié par une grande partie des Américains. Il est donc crucial que nous ayons confiance en sa capacité à exercer la fonction présidentielle avec un soutien suffisant de l'opinion publique. Merci. Nous arrivons malheureusement déjà au terme de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je tiens à remercier mes invités, Bonnie Glick, Patrick Rosenstiel et Peter Roth. Merci également à notre chroniqueur, Chris Lapetina, et à notre correspondante, Jihan Mansour. Un grand merci à notre équipe de production, à notre réalisateur, Mohamed Saïd Al-Wafi. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur ce même plateau. For another episode of Ma'al Maghrib min Washington.